Quand on fait du copywriting, une pratique courante, c'est de triturer le problème du prospect. Vous savez, c'est les trucs classiques, vous avez un problème parce que X, c'est douloureux parce que Y, si vous ne faites rien, ça va être encore pire parce que Z. Enfin bref, on prend notre petit couteau comme ça et on le plante bien dans le ventre du prospect pour bien lui montrer que son problème est bien douloureux. Sûr, on fait pas ça derrière par pur sadisme. Le but, c'est de motiver le prospect à agir pour, en l'occurrence, acheter tel ou tel produit. Et ben, selon Laurent, c'est pas du tout la meilleure source de motivation pour le pousser à acheter. Ok, c'est cool, mais c'est qui Laurent ? Je vous le présente rapidement. Laurent, ça fait 15 ans qu'il fait de la vente. Voilà, déjà rien que ça, petite expérience. Quand il travaillait chez Orange, il a été élu 4 fois meilleur vendeur de France. Bien sûr, ça sert à rien de préciser, il était premier vendeur chez Orange. Et pour vous dire, son salaire, le salaire que lui il touchait en vendant des objets, parce que le salaire est varié en fonction de ce qu'on vendait, il était équivalent au salaire du deuxième vendeur, plus le troisième, plus le quatrième, plus le cinquième, plus le sixième, plus le septième, plus le huitième, plus le neuvième, plus le dixième, plus le onzième. Voilà, du deuxième au onzième, vous additionnez leur salaire, c'était le salaire de Laurent. Donc oui, on peut dire qu'il vendait plutôt bien par rapport à la moyenne des vendeurs. Et aujourd'hui, Laurent, c'est devenu un coach en closing avec plus de 300 élèves formés, et il a une agence de closing qui fait 1 million de chiffre d'affaires par an. On peut se dire, waouh, 1 million, c'est énorme et tout. Pas pour lui. Son objectif en 2022, c'est d'arriver à 10 millions de chiffre d'affaires par an. Autant dire que le bonhomme s'y connaît un peu en vente, un peu en psychologie, et il partage plein de trucs super intéressants dans cette interview. Voilà ce dont on va parler, entre autres, je vous ai fait une liste non exhaustive. Vendez-moi ce stylo, édition copywriting, la vraie source de motivation de vos prospects, comment faire sauter les 3 verrous fondamentaux qui empêchent vos prospects d'acheter, la technique du love bombing pour récupérer la confiance d'un client, comment Apple a annihilé ses concurrents, le lien invisible entre votre offre et vos clients qui décrédibilise votre produit, comment Lidl utilise le biais de généralisation pour vendre plus vite et plus. Et c'est parti pour l'interview. Laurent, j'ai avec moi un stylo. Si je te demande de me vendre ce stylo à travers une page de vente, comment est-ce que tu t'y prendrais ? Alors, si c'est vraiment à travers une page de vente, ça va paraître extrêmement basique, mais vraiment le but, ça va être de savoir à qui est destiné ce stylo-là. Que ça soit en page de vente ou dans un entretien de vente classique en one-to-one, tu ne peux vendre quelque chose que si c'est extrêmement pertinent et si tu as de la matière. Donc, si c'est en one-to-one, je vais questionner la personne pour savoir tous ses besoins, tout ce qu'elle veut. Mais si c'est une page de vente, je n'ai pas la chance de questionner la personne. Donc, je vais devoir faire des recherches. Je vais devoir faire un maximum de recherches. Il faut que je connaisse très très bien la personne, savoir qui elle est, comment elle utilise le stylo, à quelle fréquence, dans quel contexte, quelles sont ses peurs pour utiliser un stylo, quels sont ses désirs fondamentaux, quels sont ses buts, quels sont ses objectifs. Et je vais devoir faire un max de recherche sur ce sujet-là. Okay. Ensuite, pour faire une page de vente, la page de vente ne peut vendre que si elle est lue. C'est vraiment la base absolue. Effectivement. Voilà, donc il va falloir faire une accroche. Et pour faire une accroche pertinente, on ne peut miser que sur le principal facteur de motivation de l'être humain, à savoir la curiosité et le plaisir. C'est les deux principaux facteurs de motivation de l'être humain. Si direct, je l'attaque par un problème, par exemple, vous avez mal à la main à force d'écrire, ouais. Stylo qui donne plus mal à la main, ça ne va pas donner envie de le lire. On a tous des problèmes et on procrastine tous. C'est pas parce qu'on a un problème et qu'on a conscience de ce problème qu'on passe à l'action. Ça dépend du problème, non ? Si ton problème il est vraiment douloureux, tu vas agir. Alors, moi je prends toujours le cas classique des impôts ou de la comptabilité. Okay. Tu es entrepreneur, tu as de la compta à faire, tu as des impôts à payer et c'est douloureux de payer les impôts. Et tu sais que si tu le fais pas, tu peux même avoir une deuxième piqûre de douleur avec un petit rappel et une majoration. Pourtant, si au moment même où tu dois remplir ta feuille d'impôt, où tu dois faire cette tâche-là, tu as quelque chose qui t'attire la curiosité ou qui t'apporte un pic de plaisir extrêmement grand. Exemple, un pote qui te dit « Allez, viens, je te fais découvrir le nouveau bar super à la mode », il y a de fortes chances que tu aies du mal à résister. Donc, Le problème le plus puissant et le plus douloureux ne peut rien contre la curiosité et le plaisir. D'accord. Si c'était le cas, personne ne procrastinerait et on n'aurait pas de problème. Donc nous, les infopreneurs, on ne vendrait rien à personne. Si les gens étaient capables de passer à l'action d'eux-mêmes, de se motiver, de trouver des réponses, on ne vendrait rien.
Donc voilà, la page de vente, vraiment le premier truc, ça peut paraître vraiment du b.a.-ba de copywriting, mais c'est l'accroche. Et une bonne accroche, c'est l'accroche qui mise sur plaisir, curiosité. Ok. Voilà, donc ça déjà c'est l'accroche. Parce que si personne ne lit ma page de vente, je peux rien vendre. Si je suis dans un magasin, j'ai pas de clients, je suis le meilleur vendeur du monde, je ne vends rien. C'est pareil avec ta page de vente. Si le mec il lit pas ta page de vente, c'est mort. Donc déjà pour vendre le stylo, phase 1, recherche. Phase 2, accroche. Super, super accroche. Ok. Super accroche qui attire vraiment la curiosité, hyper impactante. Venez découvrir le stylo dont personne ne connaît mais qui résoudra à coup sûr tous vos problèmes. Venez découvrir le stylo qui a été utilisé par telle personne et qui lui a permis de. Après, hyper connu, c'est secret. Voilà pourquoi. Parce que pourquoi les copies utilisent toujours secret, 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 secret. Parce que c'est curiosité. Ah bon, il y a un secret? Ok, je suis curieux, je veux découvrir le secret. Donc, découvrez le stylo secret qui a failli être retiré de la vente. Découvrez pourquoi ce stylo a déclenché les fureurs des lobbyistes du X ou du Y. Et donc, du coup, là, il y a secret, il y a complot. Ah ouais, putain. Mais tu penses que tu pourrais vendre que sur la curiosité? Alors, la curiosité ne fait pas que vendre. La curiosité fait que le mec lit la page de vente. Ok. Donc, à ce moment-là de la page de vente, on a besoin de curiosité. C'est pas ce qui fait vendre, c'est ce qui fait que le mec lit le truc. D'accord. C'est le teasing du film au cinéma, quoi. Ok, ouais. C'est tu vois le truc, tu vois une scène, la tension monte, bam, ça coupe, tu dis putain merde, je veux savoir la suite. Ben, pour regarder la suite, il faut aller acheter ton ticket. Voilà, c'est la curiosité qui pousse à continuer et qui te pousse à investir du temps et de l'attention. D'accord. Donc ça, c'est le premier step. Ok. Après, le deuxième step, c'est que on est dans un step où on va chercher à ce que la personne s'identifie et se dise, il faut que mentalement on réponde. En fait, l'humain a ce qu'on appelle un processus interne. Ok. Le processus interne, c'est la gamberge. Qu'est-ce que je suis en train de me dire à ce moment-là? Donc, en tant que copywriter et en tant que closer, c'est pareil. On veut agir sur le processus interne de la personne. Et c'est comme aux échecs, on a un coup d'avance. Donc là, le mec s'est dit, ok, je lis. Et là, son processus interne se dit, ouais, mais est-ce que je vais pas perdre mon temps? Est-ce que c'est pas un truc qui va servir à rien? Donc là, pour résoudre ce processus interne, on va se dire, oui, c'est pour moi, oui, ça m'intéresse. Donc là, on est dans une phase où on va aller faire un peu plus de questionnement projectif. Si toi aussi, tu écris des pages et des pages et que tu as déjà eu mal à la main, si toi aussi, tu en as marre de jeter des centaines et des centaines de stylos, si toi aussi, le plastique utilisé des stylos, ça te saoule, alors ce qui suit va t'intéresser. Okay. Là, le but, c'est que comme on connaît bien la personne, comme on connaît très bien son avatar, comme on connaît très bien son client, on va prendre des problèmes, des peurs et des problèmes de notre audience et on va directement faire des bullet points sur ce que les gens rencontrent pour de vrai. Et là, en processus interne, il faut que le mec se dise oui, ah oui, oui, c'est vrai, ouais, ce mec, il a raison. Ah oui, ce qu'il me dit, c'est moi. Oui, c'est moi. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vraiment. Ouais, il faut qu'ils se reconnaissent. Voilà. Ça, il faut qu'ils se reconnaissent. C'est vraiment le step d'après, qu'ils disent oui, c'est moi. Ouais, ce mec, il a raison. Ok. Voilà. Ensuite, après, ça dépend des trames de vente, mais un truc assez classique, c'est ce que j'appelle le qui je suis pour vous dire que. Voilà. Ou preuve sociale, ou qui je suis pour vous dire que, mais ça va un petit peu ensemble. Qui je suis pour vous dire que. Pourquoi vous devriez m'écouter? Pourquoi je vous connais? Storytelling. Ouais, moi aussi j'étais comme vous, j'ai utilisé des stylos, j'avais mal à la main. Moi aussi j'étais effaré parce que ce plastique ça pollue les océans. Moi aussi j'en avais marre de dépenser des fortunes. Moi aussi je perdais mon temps. Ok, donc ça c'est la trame classique, le qui je suis. Après, petite phase de pourquoi j'ai trouvé ça, comment on l'a créé. Oui, des études scientifiques ont permis de
l'expérience a permis d'eux, je me suis renseigné auprès d'eux, j'ai cherché pendant des années d'ailleurs, Forbes a écrit un article, d'ailleurs, le plastique c'est dégueulasse, regardez l'article de Greenpeace. Voilà, donc là on va commencer Ouais. en gros à asseoir la légitimité. Pareil, processus interne, il faut qu'on se dise, ce mec est pertinent. C'est pas un charlot, c'est pas un escroc. C'est ce mec qu'il me faut pour acheter mon stylo. C'est ce mec qu'il me faut pour résoudre mon problème. C'est lui l'expert. J'ai bien fait d'avoir continué à lire jusqu'à là. Il me comprend, ce mec me comprend, et c'est lui mon expert pour moi. Voilà. Il faut que ça soit très ciblé. Plus c'est ciblé, plus ça va être précis. C'est mon expert pour moi. Ok, j'ai compris que ce mec, il essaie des milliards de stylos. Ok, donc j'ai confiance en lui pour choisir mon stylo. Si en plus il y a du social proof avec des trucs externes, de l'autorité, de l'ONG, de l'État, du Forbes, du Challenge, ce que tu veux, ça marche, ça marche encore mieux. Ça, en phase de closing, quand on est en phase de closing, quand on a la chance d'être en one-to-one, en fait, on vient de faire péter les verrous. On vient de faire péter le verrou de la confiance. Ok. D'accord. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a trois verrous fondamentaux qui empêchent ton client d'acheter. Le premier verrou à faire péter ou à ouvrir délicatement, à crocheter, c'est la conscience, la confiance. Ok. Si le mec il n'a pas confiance en toi et en l'institution que tu représentes, ça marche pas. Donc là, on vient ouvrir le verrou de confiance. Ok, du coup, ça, tu fais ça avec preuve sociale, crédibilité. Voilà, mon parcours, mon background, qui je suis, pourquoi j'ai fait ça, comment ça s'est passé, preuve sociale, crédibilité. Et là, on cherche vraiment les mecs qui regardent cette interview, et filles, si vous écrivez des textes de vente, dites-vous là, je dois ouvrir le verrou de la confiance. Il faut que la personne se dise oui, j'ai confiance, oui, c'est lui mon expert, oui, c'est pas une arnaque, oui, c'est pas un vendeur de tapis, c'est pas un charlatan, c'est l'expert, c'est lui. Ok. Donc là, on vient ouvrir ce cadenas-là. Une fois qu'on a la confiance, le mec continue, ok, ah ouais, ben, ce mec c'est l'expert et tout. Là, il va se dire, ouais, mais, processus interne, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il propose? Oui, mais comment? Ouais, ok, il a compris les problèmes, mais comment? Comment il y résout? C'est quoi le truc? Voilà, la phrase c'est quoi le truc? Et donc là, c'est quoi le truc? On va ouvrir le deuxième cadenas, qui est le cadenas, le verrou, j'appelle ça un verrou fondamental, qui est le verrou fondamental du produit. Ok. Là, le mec, il faut qu'il comprenne que le produit est top. Il faut qu'il comprenne qu'il ait besoin du produit, que ce soit ce produit-là et pas un autre produit. Donc là, on doit ouvrir le verrou fondamental du produit. Donc il faut que le mec, en commençant à lire tout ce qui est produit, descriptif, caractéristiques, bénéfices, mais surtout ses bénéfices plus que les caractéristiques. Donc par exemple, je vous fais un petit point pour vous expliquer la différence entre caractéristiques et bénéfices. La caractéristique de ce stylo, c'est il mesure 22 cm, il a une bille de 0,1 mm et il est en plastique transparent. Ça, c'est des caractéristiques. Le bénéfice, c'est sa taille est idéale pour tenir dans ma main. Il sera parfaitement équilibré, je n'aurai pas mal à ma main. Grâce à la caractéristique qui fait 22 mm. Nous avons choisi cette taille spécialement pour ça. Mais tout part du bénéfice. Le mec s'en fout qu'il fasse 22 ou 23, il n'en a rien à faire. Ou 1 mm ou 4. Il veut savoir le bénéfice. Qu'est-ce que ça lui apporte dans sa vie? Donc, bénéfice. Ok. Un autre bénéfice, c'est nous avons fait une forme parfaitement ergonomique pour que vos doigts se positionnent parfaitement. Et ça grâce à l'hexagone de 3 mm. Le mec, il s'en fout que l'hexagone il fasse 3 mm. Ce qu'il veut savoir, c'est que ça tient parfaitement dans sa main. C'est son bénéfice. Donc là, il faut que la personne comprenne les bénéfices qu'elle a à utiliser ce produit-là. Et là, on ouvre le deuxième verrou fondamental qui est: est-ce que ce produit est fait pour moi? D'accord? Est-ce que ça va fonctionner pour moi? Il faut que la personne s'auto-lève sa propre objection de
Oui, ça va fonctionner aussi pour moi. Oui, c'est fait pour moi. Oui, le produit est cool. Oui, j'ai l'utilité du produit. Si on part sur un produit trop élitiste, on peut avoir le problème que la personne dit non, pour moi, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, il faut qu'on dise oui, mais c'est fait pour vous. Oui, vous y arriverez. Parce que des centaines de personnes comme vous ont déjà essayé. Parce que c'est fait pour toutes les mains. Parce que c'est la forme la plus ergonomique qui existe. Et donc là, on doit vraiment faire en sorte que dans le processus interne, la personne se dise waouh, ce produit est génial. C'est le meilleur stylo. Il n'y a pas de meilleur stylo il n'y a pas de meilleur stylo pour moi. C'est celui qui va m'apporter le plus de bénéfices, c'est celui qui va m'apporter le plus de plaisir. Et là, le plaisir fait vendre. Là, on n'est plus dans la curiosité, on est dans le plaisir. D'accord? C'est le plaisir. Je vais avoir le plus de plaisir à utiliser ce stylo-là. Et oui, ce stylo-là, il va m'apporter aussi du plaisir à moi. Oui, cette offre, elle est faite pas que pour les élites, mais pour moi aussi. Donc ça, c'est le deuxième verrou. Ça, c'est le deuxième verrou, c'est le produit. Il faut que la personne adhère au produit et dise je veux ce produit. Je vais kiffer utiliser ce produit, ça va être génial. Donc là, on ne parle absolument pas de problème. C'est un moment où il faut être très positif. Il faut projeter les gens dans du positif et de l'enthousiasme maximum. On ne dit plus oui, il va résoudre ce problème, c'est fini, c'est mort. Le problème, c'était l'étape d'avant. Là, c'est vraiment le kiff. Vous allez adorer écrire des pages et des pages. Grâce à ce stylo, il va être source d'inspiration. Vous allez pouvoir rédiger le livre que vous n'avez jamais fini. Vous allez pouvoir écrire des lettres d'amour à l'être aimé. Voilà. Donc là, on va aller chercher de l'amour, de la réussite, du confort, du plaisir. Voilà. On va aller chercher un maximum d'enthousiasme. Ensuite, le mec va se dire, ouais, ok, j'ai compris, ce stylo, il est bien. Il va se dire, mais je suis sûr qu'il est cher. Ah, je peux pas me le payer, ça va être trop cher. C'est tellement bien, j'ai tellement perçu la valeur. Il faut que le mec perçoive la valeur de ouf. J'ai tellement perçu la valeur que ça va être trop cher. Je pourrais pas me le payer, c'est trop cher. Et donc là, on va arriver avec le troisième verrou, le prix. Donc, confiance, produit, prix. On va arriver avec un troisième verrou. On va essayer de déverrouiller le troisième verrou. Prix. Ok, donc une technique qui est pas mal, c'est de la pure manipulation, c'est le bourreau sauveur. Ok. Alors, ce stylo, c'est 1000 balles. Oh non, 1000 balles, je peux pas me le payer. Ouais, c'est 1000 balles parce que la recherche, la garantie, le machin. Le mec, il a putain 1000 balles. Il a deux doigts de faire slash kit. Ouais, il a deux doigts de faire F4 kit, il a deux doigts de partir. Mais, attention, on a une bonne nouvelle. C'est que je pourrais le vendre 1000 balles, c'est ce que je devrais valoir. Mais parce que moi, je veux contribuer. Donc là, il faut parler de son bénéfice personnel. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi moi, si à 1000 balles, je viendrais moins cher? Donc, il faut trouver un why. Donc, moi, je veux sauver les auteurs qui ont mal à la main. Je veux changer le monde pour plus qu'il y ait de plastique. Donc, du coup, je le vends pas 1000 balles. Ok. Ok, donc ce stylo-là, je le vends 10 balles. Et donc là, le mec, il dit ah ouais, 1000 balles, c'est cool. Ah ouais, 1000 balles, 10 balles, je peux me le payer. Ouais, tu peux te faire 10 fois 1 euro si tu veux. Clique sur la case. Donc là, le mec, il va se dire ouais, c'est bon, je peux me le payer, je peux me le payer, je peux me le payer. Et là, pareil, en processus interne, la personne va se dire allez, je vais réfléchir. Je vais réfléchir, ça me semble être une trop belle affaire. Il valait 1000, il vaut 10 balles. L'affaire est trop belle, je réfléchis. Il y a une règle qui est purement humaine, qui est très très conne. C'est que tout être humain, plus l'affaire a l'air bonne, plus le lien invisible qui l'empêche de la saisir est important. C'est-à-dire? C'est-à-dire que plus l'affaire est bonne, plus qu'il y a quelque chose qui va te retenir fortement pour t'empêcher de la saisir. Je prends un exemple. Tu veux acheter une voiture et tu regardes les voitures et les voitures que tu regardes, elles sont entre 9500 euros et 10 500. Dans ton année, ton modèle, c'est 9005, 10005, c'est à peu près pareil. Tu scrolles et là, tu en vois une, 6500 balles. Si elle vaut 6005 et qu'elles sont toutes à 10 000 balles, qu'est-ce que tu te dis au fond de toi, Alex? C'est bizarre que ce soit 6005. Bizarre.
Tu vois? Tu te dis pas, oh putain, c'est une bonne affaire. C'est bizarre, c'est pas normal. Ouais. Tu te dis, ouais, il doit y avoir un truc. Le moteur doit être cassé, le mec veut me casser quelque chose, ça doit être une voiture volée. Et tu rentres en processus interne négatif. Tu fais de la gamberge. Tu alimentes ton petit moulin à gamberge. Alors que peut-être cette voiture à 6500 balles, c'est juste que le mec connaît pas le prix et c'est une bonne affaire. Ou c'est juste qu'il est pressé parce qu'il déménage et c'est une bonne affaire. Ouais. D'accord? Donc là, à ce moment-là de ta trame de vente, comme tu as un prix élevé et que tu affiches un prix bas, tu crées ce qu'on appelle une dissonance cognitive. La personne se dit dans mes valeurs, dans mon univers, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Dissonance cognitive. Donc, pour réduire la dissonance cognitive et que pour pousser le mec à passer à l'action immédiatement, en fait, on va être obligé d'intégrer des contraintes temporelles. Ok. Donc, on va dire oui, ce prix-là, c'est pour les 10 prochaines commandes. Oui, ce prix-là, c'est jusqu'à ce soir. Oui, ce prix-là, c'est maintenant. Et donc là, on va faire des CTA, des call to action, avec des contraintes temporelles. Pourquoi les supermarchés, quand ils te vendent des petits pois, ils font une promo de petits pois pendant 3 semaines? C'est pour que tu viennes là, maintenant. Même si tu n'as pas prévu d'acheter des petits pois, tu viens là, maintenant, cette semaine. Ouais. Le supermarché le plus balèze pour ça, c'est Lidl. Ok. Lidl, il t'envoie le catalogue avant le premier jour et il te pitch. Ouais, mec, tu vas avoir le Karcher, le nettoyeur sous pression, le Tupperware ou la côte de bœuf à tel prix exceptionnel. Il y a tant de pièces, ça commence tel jour et c'est que pour une semaine. Et donc, du coup, toi, tu reçois le catalogue chez toi, tu dis, oh putain, ah, il faut que chérie, il faut que j'aille ce jour-là. Il n'y en aura plus sinon. Et donc, chez Lidl, les mecs, ils se pointent le J1. Ils se pointent J1 pour acheter le truc. Et ils le font très bien d'ailleurs, parce qu'en plus, ils font de la fausse, des fausses ruptures. Ok. C'est-à-dire qu'ils font exprès de lancer un produit une première fois en mode t'inquiète, t'en as pas assez. Si toi, tu te repointes 2 jours après rupture, et du coup, tu te dis ah ben mince, la prochaine fois, j'irai plus vite. Et donc, du coup, tu as assimilé Lidl, promo et rupture. Donc, s'il y a eu la rupture sur la côte de bœuf, si tu vas acheter la paire de baskets Lidl, la prochaine fois, tu diras merde, elle va être en rupture. Ok. Parce que ça, c'est un autre biais cognitif de l'être humain, c'est la généralisation. Ok. Il généralise ce qui lui est passé. Il dit si ça m'est déjà passé, si Lidl, dès que l'affaire est très bonne, ça part très vite, pour lui, tout est affaire très bonne et ça part vite. Et donc du coup, si Lidl a fait un produit X avec une rupture volontaire, quitte à faire une vente limite à perte pour que ça parte très très vite et rupture volontaire, toi la prochaine fois qu'il y a un truc qui n'a rien à voir, tu te dis il faut que j'aille J1 et que j'aille très vite. C'est pareil sur une page de vente. Si tu veux que la personne elle passe à l'action, il faut que ça soit maintenant. Il n'y a pas de je vais réfléchir, il faut que ça soit maintenant. Ok. Donc du coup là il faut intégrer des contraintes, c'est pour les 10 prochains élèves, c'est les 5 premières minutes, les petits calendriers qui tournent. Alors c'est grossier, c'est moche, ça fait peur, mais ça fonctionne de ouf. Le petit compteur horaire avec écrit il vous reste 2 heures, 3 heures qui défilent, le nombre de places qui change, le pop-up de machin vient d'acheter, machin vient d'acheter. C'est nous, on a un public informé, on le sait, mais dites-vous que les gens qui ne sont pas un public informé, ça impacte directement le cerveau et les biais cognitifs et ça marche. C'est moche, c'est grossier, mais ça marche. Mais toi, tu te sens pas mal en faisant ça parce que moi, je sais que tu vois, j'ai pas mal cette réflexion justement sur le copywriting. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ce genre de système où créer de la fausse urgence, de la fausse rareté, tout ça. Et moi, personnellement, tu vois, quand j'écris ça, je me sens pas aligné avec moi. Je me dis que je suis en train de créer des trucs juste pour faire plus de ventes, mais qu'au final, je retire de la valeur. Et moi, j'essaye avant tout de chercher à créer de la valeur. Je voulais savoir, ça m'intéressait vachement, tu vois, ton point de vue, de savoir ce que t'en penses. Alors, ce que tu vis, c'est hyper normal. En fait, l'être humain, d'un point de vue anthropologie, on est un animal des cavernes. Donc, on est fait pour survivre en meute. Donc, notre cerveau est programmé pour prendre soin quand même des autres. On veut survivre nous, mais notre survie passe par les autres doivent survivre aussi. Donc, si tu fais vraiment de la merde bullshit, à savoir le compteur tant qu'il défile avec un truc pourri qui n'existe pas, et que ton offre c'est de la merde parce que tu as le sentiment de l'avoir dégradé, oui, au final, tu vas finir par te désaligner petit à petit. En fait, la solution, elle est hyper simple. C'est, tu fais une offre, mon stylo, son juste prix, c'est 10. Ouais. Ok.
Ça, c'est le prix juste. Je gagne de l'argent et c'est le juste prix pour mon client, c'est 10. Ok? Je veux faire un call to action. Et ben peut-être que je vais rajouter, je te dis n'importe quoi, 2 capuchons gratuits à 10. Mais comme le capuchon, ça me coûte de l'oseille, ouais, je vais lancer mon produit et quand j'aurai fini, je donnerai plus des capuchons. Si c'est une offre de formation, par exemple, tu as une offre qui tient debout, qui est standalone, elle tient toute seule, elle est carrée, elle tourne, tu peux dire voilà, pour les prochains élèves, je vous offre 1 heure de coaching en one-to-one avec moi. Et ça, c'est une valeur de 500 balles. Moi, je suis à 500 balles de l'heure en coaching one-to-one. C'est vrai, c'est pas du bullshit, c'est mon vrai tarif. Par contre, si tu cliques maintenant, je t'offre 1 heure de coaching one-to-one. Et comme mon agenda n'est pas extensible, ce qui est aussi la vérité, ben, je le fais qu'au premier. Voilà. Et là, tu te réalignes. Parce que d'une seule part, tu ne dégrades pas ton offre, au contraire, tu donnes de la value en plus. Mm. Et en plus, ce que tu dis, c'est vrai. Parce que ben, moi, ma semaine, elle fait déjà 70 heures ou 90 heures. Clairement. Si j'ai 100 élèves à 1 heure, je peux pas tenir ma semaine. Donc c'est légitime. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être ouais, je te donne telle ressource que j'avais dans un autre programme passé qui valait à l'époque 1000 balles. Mais comme c'est un ancien programme, eh ben, je te donne telle et telle ressource à une valeur de 400 balles. Et voilà, je te l'offre. Ça, tu vois, ça le fait aussi. Tu peux être bienveillant. Tu peux mettre de la contrainte, de la bienveillance. Bah, c'est la conclusion à laquelle j'en étais arrivé, en fait, de pas retirer l'urgence des pages de vente parce que l'être humain il procrastine de façon naturelle, mais de chercher à créer de la vraie urgence, comme tu disais, par exemple, en disant voilà, je vous offre un coaching en plus, mais mon temps est limité, ce qui est vrai. Si tu as du coaching, tu peux pas le faire de façon illimitée. Ou pareil, par exemple, quand tu fais une formation en pré-vente, dire que la formation, tu veux la vendre à 500 euros, mais comme elle n'est pas encore créée, tu la fais à 300 euros. Pareil, il y a un effet de contraste, mais c'est vrai parce que la formation, tu la feras plus cher quand elle sera sortie. Donc, voilà. Et ce qui est super important, c'est le conseil qui est vraiment important. Moi, je suis expert en expérience client. ouais, Si vous communiquez sur quelque chose en mode ouais, le prix normalement c'est 1000 et aujourd'hui c'est 500 et c'est 500 pour une durée de X, il faut que si la personne elle revienne après la durée, le prix soit vraiment passé à 1000. ok. Parce que sinon, vous allez vous discréditer vous décrédibiliser auprès de votre audience. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est quelqu'un qui est prospect maintenant, peut-être qu'il n'a pas acheté pour le 4e, j'appelle pas ça un verrou fondamental, j'appelle ça le 4e petit frère emmerdant. C'est le timing. Ok, le mec, il a confiance en toi. Ok, ton produit, il le veut. Tu vois, il le veut, c'est fait pour lui. Ok, le prix, il peut le payer. Ok, il a 1000 balles sur son compte, ça vaut 1000 balles, il peut sortir la carte bleue et il peut le payer. Ouais. Mais par contre, il est en train de déménager et de divorcer. Et là, il va visiter des apparts et faire des travaux chez lui. Et il sait qu'il ne peut pas se former pendant 1 mois, c'est mort. Et du coup, comme c'est un accompagnement d'1 mois, il ne veut pas le lancer maintenant. Ouais. Et ça, c'est légitime. Tu peux faire la meilleure trame de vente du monde avec les meilleures notions d'urgence et de rareté. S'il a un blocage légitime sur du timing, pas simplement je veux réfléchir, mais un vrai blocage, genre ouais je veux, mais là vraiment c'est vrai, c'est une objection légitime, je peux pas. Cette personne quand elle va revenir, surtout si tu lui as fait une super impression, si tu lui as mis un truc ouais pendant les 3 prochaines semaines c'est 500 balles au lieu de 1000 balles, elle revient 1 mois après, elle voit que c'est toujours le même truc, juste la date a changé, ben ton urgence ne fonctionne plus. Ouais. Le mec, il se dit, bah, c'est mort, c'est un charlatan. En fait, il a voulu me baiser. Voilà. Et du coup, ça fonctionne plus. Ouais, tu perds la confiance. Voilà, tu perds la confiance. Donc, si tu as une offre lancement et tu dis, ouais, écoutez, je vous propose un truc win-win. C'est une offre de lancement. J'ai fait les 3 premiers modules. Les 5 autres, ça sera ça, ça, ça et ça. Ils arrivent, ils seront débloqués 1 par semaine. Du coup, en échange, c'est 300 au lieu de 500. C'est win pour eux, c'est win pour toi. Tout le monde est aligné, ça passe. Mais cette offre-là, quand elle est finie, quand le mec il revient, il faut dire non, c'est fini offre de lancement. Ouais, c'est ça. Maintenant, le prix, c'est 500 balles. Après, ça t'empêche pas de mettre un autre truc. Ouais, on l'a mis à 500 balles. Par contre, ce mois-ci, comme on a eu des premiers retours d'élèves, et qu'on s'est rendu compte que quand ils étaient dans le dernier mètre de la réussite, ils se posaient des questions.
on met un coaching offert en one-to-one ou un coaching de groupe, on met un cadeau en plus, tu vois, mais c'est différent, ça a changé. Ouais. Et du coup, c'est crédible. Et du coup, la personne et ton audience qui te suit sur la durée se dit oui, c'est vrai. Oui, c'est crédible. Et tu perds pas Ok. au premier verrou de la confiance que tu t'es galéré la vie à ouvrir une première fois. Sinon, il se referme. Mm. Donc ça, c'est vraiment un truc. Ça, c'est vraiment un truc de base. C'est oui, on fait des urgences. Oui, on fait des call to action et on n'hésite pas à faire du graphique bien sale avec des gros compteurs en gros caractères qui tournent et du pop-up et du flashy et des flèches fluo, mais à condition d'être éthique. À condition de dire oui, voilà, c'est ma promo Ouais. de maintenant, c'est ce mois-ci ma promo, c'est comme ça. Et le mois prochain, j'en ferai une autre, elle sera différente et je fais des tests. Ça permet aussi de faire de l'A/B testing. Ouais. Peut-être que le coaching d'une heure, ça cartonne, ou ça cartonne pas. Ou peut-être que ça cartonne, mais ça vous remplit trop les plannings. Donc du coup, la fois d'après, vous direz, bon, je fais un coaching d'une heure, puis en one-to-one, mais en groupe. Donc du coup, ça aura légèrement changé. Et c'est crédible. Et ça n'empêche pas qu'au bout de, par contre, 3, 4, 5, 6 mois ou X temps, vous refaites une promo en disant, voilà, vous avez été très nombreux à adorer la promotion de septembre dernier de la fête des mères. Ok, vous nous l'avez tous redemandé. Bon, ben là, c'est notre cadeau de rentrée, on la remet. Ok. Voilà, ça, et là, pareil, là, t'es crédible, tu ressors une promo, mais surtout, tu gardes pas la même promo chaque semaine et le même truc. Ça c'est naze. Ça, c'est vraiment naze. Ouais. Après, c'est le truc des feignants, en fait. C'est que les feignants, ils prennent la même promo et automatiquement, voilà. Mais si tu veux que ça cartonne, il faut pas être feignant, il faut se creuser le cerveau. Voilà, il faut faire des trucs. Ouais, là j'ai un gars qui a fait un truc que je trouvais incroyable. Je trouvais ça super ingénieux. C'est en fait, lui, il fait une formation sur du copywriting. Et toutes les semaines, il fait un live sur lequel il parle de différents sujets. Soit il analyse des pages de vente, tout ça, qu'il rajoute à sa formation. Et en fait, ce qu'il fait, c'est, alors je sais pas tous les combien de temps, mais régulièrement, il augmente le tarif de sa formation de façon définitive, en justifiant que du coup, il y a de plus en plus de contenu dedans, parce que tous les lives qu'il fait sont rajoutés à la formation. Et donc, ça devient de plus en plus cher. Et du coup, tu as envie d'acheter plus tôt possible, parce que plus tu achètes tôt, plus tu auras du contenu entre guillemets gratuit. Alors que plus tu attends, plus ça augmente. Je trouvais ça vraiment très smart comme stratégie. Ouais, et en plus c'est ok parce que ça te met une notion d'urgence en mode ouais, si j'achète pas maintenant, dans 6 mois, ça sera plus cher. Donc ça te pousse à l'action maintenant. Ok, donc ça te met une contrainte temporelle immédiate. Mais en plus, c'est un truc dont le client il est ok. Il dit ouais, ok, je comprends. Aujourd'hui, il y a 30 heures de vidéo. Mais le mec, il fait quand même 1 heure ou 2 de vidéo par semaine, par quinzaine, par mois. Donc dans 6 mois, la formation, elle sera x2 en contenu. Donc il se dit oui, c'est logique que si c'est x2 en contenu, ça soit x2 en prix. Et en plus, il se dit putain, en fait, je fais une bonne affaire pour que j'achète tôt. Donc là, en fait, c'est ok et c'est aligné. Tu vois, c'est aligné avec le processus interne de la personne qui se dit ok, c'est normal. C'est aligné aussi avec l'entrepreneur qui finalement fait plus de taf, donc c'est normal d'être payé pour plus de taf. Si tu achètes 4 baguettes de pain, tu payes plus cher qu'une baguette de pain. Pourtant, c'est toujours une baguette de pain. Donc, si tu as toujours une formation en copywriting, si elle fait 4 heures au lieu d'une, elle est plus chère. Ça choque personne. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est cool. C'est fait partie du genre de stratégie qu'on peut mettre en place. Le seul danger, c'est qu'attention, à force d'augmenter le prix, tu as un certain seuil à partir duquel ton audience et ta cible de clientèle ne sera plus en mesure d'acheter. Mais bon, ou tu changes de cible, ou tu grandis avec ta cible. Ça, c'est cool aussi. C'est-à-dire, si tu as une cible de copie, tu commences en 2019 avec des copies, une cible sur des copies débutants, avec une offre à 300 balles. Tu les fais monter en compétences, ton offre, elle grandit. Au bout d'un moment, ton offre, elle vaut 3000 balles. Donc là, tu as plus de notoriété, tu as plus de contenu. Mais tu as peut-être aussi des copies qui ont été éduquées par tes vidéos gratuites, ton contenu gratuit que tu as fait monter. Et peut-être que ces mecs-là, ils n'auraient pas pu mettre 3000 balles il y a 3 ans, mais maintenant ils peuvent. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est possible aussi. Ou alors, au bout d'un moment, tu fais une rupture en disant voilà, là, j'ai atteint le niveau max de cette formation qui était les bases du copy. Ben, maintenant, je l'arrête. Et maintenant, la nouvelle formation, c'est pour les copies, l'élite. Pour les 1%, voilà.
Et ce qui est cool, c'est que quand tu lances ta nouvelle formation sur les copies, sur le 1%, la formation élite à 5000, tu peux dire, bon, ben, offre de lancement, j'offre ma formation passée. Ouais. Ok. Et vu que de toute façon, tes copies sont sur un mode élite, ils achètent ta formation élite, les bases, de toute façon, ils l'auraient pas acheté. Donc, tu fais pas ce qu'on appelle un effet cannibale ou un effet crocodile. Un effet cannibale ou crocodile, c'est quand tu as une offre qui mange une autre offre en marketing. Ok. Ok, c'est quand tu avais un produit qui cartonne, tu vois, il prend cette part de marché-là, tu lances un deuxième produit. Et ton deuxième produit, il est tellement puissant qu'en fait, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, et en fait, il t'absorbe tout le marché du premier. Donc au début, tu es content, tu dis j'ai fait une offre, je suis gagnant. Tu sors ta deuxième offre, tu as deux offres. Tu dis putain, je suis gagnant, je fais 2 fois de CA. Et au bout d'un moment, la deuxième est tellement bonne qu'elle te bouffe la première. Et en fait, ton offre toute seule qui a bouffé la première, elle te rapporte moins que les deux petites séparées. Ok, ouais. Voilà. Donc ça, il faut faire attention à l'effet cannibale, l'effet crocodile. Une offre qui te bouffe une offre. Ouais, du coup, ça arrive quand les offres sont trop similaires. Quand elles se ressemblent, quoi. Ouais, ouais. Et après, ça arrivait sur certains marchés, parce que quand tu as des changements de marché, tu vois, par exemple, je prends Coca-Cola, tu vas bien comprendre. Coca-Cola, ils avaient le Coca normal, étiquette rouge, qu'on connaît tous, bouchon rouge. Un jour, Coca-Cola, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ouais, à force que les gens boivent du Coca, on devient des usines agro. Ok, Coca Light. Donc, ils sortent en Coca Light. Coca Light, bouchon blanc, design argenté et blanc. Et les gens disent ouais mais le goût du Coca Light c'est pas terrible, l'aspartame c'est un goût dégueulasse, le Coca Light c'est pas bon. Ils ont fait quoi? Coca Zéro. Ouais. Coca Zéro c'est un Coca, il a le goût de Coca mais il a pas de sucre. Qu'est-ce qu'il a fait Coca Zéro? Il a bouffé le Coca Light. Tu vas dans les supermarchés maintenant, Coca Light il n'y en a plus, c'est normal ou zéro. Light c'est quasiment plus. Tu vas dans un resto, tu dis bonjour, vous avez du Coca Light, le mec il te dit non, zéro ou zéro ça va. Effet cannibale. Coca Zéro, il a bouffé Coca Light. Il n'y a plus Coca Light, il n'y a plus, ça n'existe plus. Voilà. Donc il faut faire attention aussi quand on sort plein de produits à l'effet cannibale. Ça va. Voilà. Parce que ton audience aussi elle a un pouvoir d'achat. Et si ton audience c'est des entrepreneurs qui débutent, et si pour eux 1000 € c'est leur budget max de formation, si tu as déjà vendu une formation à 1000, Ouais. c'est compliqué de revendre 1000 derrière. Ouais. C'est possible dans statistiquement, les gens qui ont acheté 1000, dans 8% ou 6% des cas peuvent acheter 1000 ou même 2000 de plus. Mais c'est une toute petite part. C'est pour ça qu'après, il faut ou attaquer sur des nouvelles cibles et élargir ton marché. Ouais, mieux vaut viser des gens qui ont déjà moyen de mettre plus d'argent. Élargir un marché plutôt que cribler un marché. Après, élargir un marché, c'est plus dur que faire du resale. Mais c'est plus périn. C'est beaucoup plus périn. Voilà. Le conseil, c'est commencer très niché, très niché. Faire un petit peu, commencer très niché. Faire un petit peu d'upsell et de resale jusqu'à ce qu'on ait atteint la maturité de son marché. Et après, prendre le marché similaire. Ok. Donc là, un axe de développement, il y a 2 types de développement pour les marchés similaires. Donc, ou tu as un développement horizontal ou tu as un développement vertical. En gros, je fais une formation de copie et je vends une autre formation de copie. C'est un développement horizontal. Ouais. J'ai une boulangerie, je m'appelle Banette, je rachète la boulangerie Florentine, développement horizontal. J'ai une boulangerie, j'achète mon concurrent. J'ai un produit, je change le même produit. Ok, développement horizontal. Développement vertical. J'ai une boulangerie, j'achète le moulin qui fait la farine. J'ai une boulangerie, j'achète le camion de livraison pour livrer des baguettes à mes clients. D'accord? Exemple pour un entrepreneur de développement vertical. Je vais te prendre mon exemple. Je suis copywriter. Je suis copywriter. Le step d'après, c'est quoi? Closer. Le step d'avant, c'est quoi? Funnel builder. Ok. Je suis copywriter. Je vends un produit de funnel building ou j'achète une société de funnel building. Et pareil avec des closers, je fais un développement vertical. J'achète mes fournisseurs et mes clients. Ok. Pour résumer, horizontal, c'est j'achète mes concurrents ou je développe de la concurrence.
Vertical, c'est j'achète mes clients et mes fournisseurs. J'achète le mec qui est avant moi et j'achète le mec qui est après. Ou je crée une offre avant ou je crée une offre après. Ok. Donc la strat, c'est ça. La strat, c'est ça. On part d'un marché, on upsell et on se développe. Ok, ça fait beaucoup d'informations. C'est grave intéressant. Tu m'as parlé d'expérience client, tu m'as dit que tu étais expert en expérience client, j'aimerais bien revenir là-dessus. Si tu dirais que c'est quoi l'élément sur lequel se concentrer pour avoir une bonne expérience client dans une page de vente ou même de façon générale en closing? Alors, l'élément général s'appelle la congruence. Ok, Il faut être congruent. Ok? Si tu fais une page de vente et que tu dis ouais, nous, notre produit, il est génial, il est sûr, il est efficace, et que derrière le mec, quand tu dois mettre sa carte bleue, le truc il bug, ça part en vrille, et qu'en plus, quand il a son espace s'élève, c'est dégueulasse, ça bug, ça plante, il n'arrive pas à se connecter, tu n'es pas congruent. Tu as vendu de la sûreté, tu as vendu de l'efficacité, et le mec, c'est pas ce qu'il a, c'est pas congruent. Ok? Donc là, tu fais une expérience client qui est déplorable. D'accord? Le mec, tu lui vends un truc ultra cool, et le mec, il a un truc qui est très différent. Donc là, c'est déplorable. D'accord? Donc, ça, c'est très très mauvais en expérience client. Ça, c'est sur des pages de vente et des sites. Tu vois? Sur un site internet, on va plutôt parler de user experience. C'est pas du customer experience, c'est du user experience, c'est-à-dire expérience utilisateur. Si tu as une boutique en ligne, un truc qui est dégueulasse, qui fait fuir tes clients. Tu as une boutique en ligne, tu as des centaines de produits. Tu as tellement de produits, tu es tellement bon que tu as un catalogue de malade. Et le mec, il clique dans tes ascenseurs, produits, sous-produits, famille, sous-famille. Il ne trouve pas tout à fait ce que tu veux parce que tu as un gros catalogue. Et il dit, bon, ben, j'utilise le moteur de recherche. Et là, je prends l'exemple. Tu es quincaillier, tu tapes rondelle dans le moteur de recherche, rondelle. Et là, le mec, en fait, dans les résultats qui sortent, il a pied de table avec rondelle intégrée. Tu vois? Ce qui n'est pas du tout ce que lui, il cherche. Et donc là, en expérience client, c'est horrible. Horrible. Parce que le mec, il cherche une fois, deux fois, il n'arrive pas à trouver, il se barre. Voilà. Donc, c'est l'expérience client et l'expérience utilisateur. Donc ça, c'est sur une page de vente et un site en dropshipping ou tout ça. Ça, c'est l'expérience utilisateur. Il faut que les trucs soient le plus simple et le plus fluide. Pourquoi Apple, ils ont atomisé à l'époque, parce que maintenant ça a un peu changé, ils ont atomisé les téléphones classiques. Parce qu'avant, tu avais des téléphones avec des touches, des expériences toutes pourries, et les mecs, ils ont mis des icônes simples. Tu appuies, cliques, ça s'ouvre. ok. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Apple, à l'époque, quand ils ont fait le premier Mac, c'était les premiers à faire une souris et des icônes. PC, tu devais taper des lignes de commande. Tu devais taper C2./ le nom du programme .run.exe entrée, c'était dégueulasse. Et du coup, c'est ça qui ont cartonné. Ouais. Donc là, c'est pareil sur une page de vente. Si tu as fait une page de vente qui transforme de fou et qu'au moment où le mec il veut cliquer sur son opt-in ou sur son panier, ça marche pas, le temps de chargement est trop long, quand il arrive dans la page d'après, tu as tellement mis de texte qu'il ne sait pas où cliquer. En fait, l'expérience client, elle est mauvaise et le mec part. Ok. Donc il faut que ce soit simple. Voilà. Simple. On retrouve la notion de plaisir. Hein. C'est toujours pareil. C'est plaisir, simple, ludique. Voilà. Fluide et congruent. Que ce que tu promets, tu le donnes. Tu dis pas, mec, je te promets monts et merveilles si je peux pas te le donner. D'accord. Et en closing, l'expérience client, c'est si la personne arrive et que tu as un mec au téléphone qui est comme ça et qui suit un script en mode oui, bonjour, vous êtes intéressé par le produit? Est-ce que vous avez ça? Et que tu sens que le mec il te fait dire oui 5 fois, 6 fois, et qu'après le mec il se lance dans un monologue. Oui, alors notre produit il est magnifique, c'est génial parce que nanani, nanana, nanana, et vous aussi vous pouvez bénéficier de cette promotion. Et le mec il se fait un monologue, c'est pourri. C'est une expérience client vraiment, c'est dégueulasse. Alors que si tu gères tes appels comme vraiment une rencontre, simplement une rencontre humaine. Ok, bonjour Pierre, ce que je te présente, je vais te présenter moi,
puis je te laisserai te présenter toi. Ensuite, tu m'expliqueras le but de ton appel. Si jamais je suis en mesure de t'aider, je le ferai avec grand plaisir. Et puis voilà. Et donc le mec, il te connaît, tu te présentes, il se présente. Voilà, il t'explique son problème, tu l'écoutes, tu le questionnes. Voilà. Et là tu es sur de l'expérience client au-delà. Ok. Faut qu'il y ait de l'enthousiasme, faut que ça soit humain, faut qu'il y ait du plaisir, que ça soit fluide, que ça soit naturel. Un exemple tout con, c'est un magasin. C'est très très bête, on va tous comprendre. Tu rentres dans un magasin, t'ouvres, premier cas de figure, le vendeur il te saute directement dessus, ça te saoule. T'as pas eu le temps de regarder, le mec il te saute dessus, ça te saoule. Deuxième cas de figure inverse, tu fais tout le tour du magasin, t'attends pendant 2 heures. Et jamais personne te parle, tu trouves pas de vendeur, ils sont tous occupés, on te dit c'est pas mon rayon. Là ça te saoule. Voilà. Par contre, on te dit, tu ouvres le magasin, tu dis bonjour, bienvenue, je vous souhaite une agréable visite. Ok, on m'a dit bonjour, bienvenue, agréable visite. Je vois que la personne est là, je vois qu'elle m'a fait un sourire, je vois que je suis pris en charge. Je me balade tranquille, je fais mon tour. Et au moment où je regarde des choses, on me laisse tranquille. Et au moment où mon langage corporel commence à rechercher comme ça, à être intrigué, froncer les sourcils, à ce moment-là, l'humain l'a compris et vient me dire voilà, que puis-je faire pour vous aider? Ok, là tu vois, de suite on est sur notre expérience, notre expérience client. Ok. J'ai fait une vidéo sur ça. Je te donnerai le lien si tu veux sur l'expérience client. Sur l'expérience exceptionnelle, j'ai fait une vidéo qui est un peu longue. C'est un cours qui dure à peu près 1 heure. Donc, c'est un cours qui apporte max de value sur l'expérience client. Après, il faut suivre l'heure de cours. Ça va, je le mettrai en description et je veux bien que tu me l'envoies. Ouais, je l'ai mis sur le lien. Ça va, nickel. Et du coup, pour résumer, donc, il faut que l'expérience, que l'utilisateur, ce à quoi il s'attend et ce qu'il reçoit, ça soit la même chose. Pour faire simple, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que si tu dis par exemple dans ta page de vente, on a une plateforme élève, elle est géniale, elle est sûre, elle est fluide et il y a de la sécurité. Si le mec, quand il arrive, en fait, il n'y a pas d'espace élève, on lui envoie un PDF par mail, c'est un exemple, et ça arrive. Hein. Le mec, il dit, mais j'ai pas un espace élève, pourquoi j'ai un PDF dans mon mail? Et si tu lui envoies un PDF, si tu envoies un espace élève tout buggé où il clique, il a le titre du produit et il n'a pas le contenu, il a que le titre, où il écrit erreur 404 où il a des liens qui ne fonctionnent pas. Là c'est une mauvaise expérience client. Ouais, effectivement. C'est comme tu vas au resto. Tu vas au resto à la carte et le mec il te dit farandole de machin sur lit de machin avec petits légumes printaniers je sais pas quoi, donc il te fait un pitch de 5 lignes. Alors là il t'envoie dans la farandole, dans le petit légume finement ciselé avec son machin sur lit de trucs, et que tu arrives et que tu as de la purée avec à côté une ratatouille quoi. Tu vois, tu dis non mais mec, non, tu me vends farandole de légumes finement ciselés sur lit de machin et j'ai purée ratatouille, ça passe pas, tu vois. Ok, ouais. Ok. Donc ouais, il faut que ce soit ce que tu dis, il faut que ça corresponde à ce que tu donnes. Ouais. Après, si tu dis, si tu peux te placer, tu peux te placer autrement. Tu peux dire voilà, le plat c'est, tu vois, tu appelles ton plat purée ratatouille. Là, justement, tu fais un naming dégueulasse, purée ratatouille. Tu vois, purée ratatouille. Et le mec, il mange la purée et il dit mais en fait, elle est putain de bonne cette purée. En fait, mon assiette, elle est magnifique. En fait, la purée d'un côté, elle est hachée finement, et plus ça va sur le côté, moins elle est hachée finement. Il y a un petit morceau de beurre qu'ils font avec le petit truc de persil, et ça envoie du lourd. Tu vois? Et ça, certains restos le font. Ça, c'est un grand truc de restaurateur, tu vois. Ils te vendent un plat qu'on connaît tous, et ils te le font en manière déstructurée, hyper géniale. Mais voilà, là, tu vis une expérience géniale. T'achètes purée ratatouille, t'as un truc extraordinaire. T'achètes farandole de légumes sur lit de je sais pas quoi avec ta purée ratatouille, c'est naze. Voilà. Et le problème, c'est que si tu crées une différence entre farandole de légumes et purée ratatouille, pour rattraper la situation, il va falloir faire ce qu'on appelle du love bombing. Et le love bombing, ça coûte cher. Ok. Donc, ce qui se passe quand
quand tu as fait un misplay, donc quand tu as un décalage, quand t'as un décalage, que tu as fait une promesse que tu n'es pas capable de tenir et que ton client s'en rend compte, quand c'est légitime et c'est justifié, la première des choses, c'est de l'accepter, c'est de l'accueillir, c'est de faire un mea culpa, de dire voilà, oui, monsieur le client, c'est vrai, vous avez raison, on n'est pas au niveau sur ça, merci de votre retour, merci de votre feedback, merci de l'inside. On va améliorer ça, merci de nous avoir aidé. Et par contre, ben, pour vous remercier, on vous donne, et donc là on va love bomber, on va donner une ressource. Donc le love bombing, c'est donner une ressource, donner un cadeau. Dire voilà, on va vous offrir un coaching de groupe. Vous aviez 3 mois d'accompagnement dans votre offre, on va vous pousser, on va faire 4 mois d'accompagnement, vous allez avoir un mois supplémentaire. On va vous donner cet upsell qui normalement coûte 400 balles, on va vous le donner. Et du coup, tu rattrapes le truc. Et c'est pour ça que l'expérience client, c'est important parce que le love bombing, ça coûte cher. Donc, rattraper sa connerie, ça peut coûter de l'argent. Voilà. Mais c'est toujours moins pire que se prendre des avis négatifs ou des détracteurs. Parce que si ta plateforme, elle est pourrie, que tu as un détracteur, le mec, dès que tu vas avoir une pub, si tu fais une pub Facebook Ads, il va te pourrir dans les commentaires, il va dire oui, je suis élève et la plateforme, elle est dégueulasse, c'est faux, c'est mensonger. Et du coup, toute la thune que tu as mis dans ton ads, tu vas le perdre à cause d'un détracteur. Donc, en fait, il vaut mieux love bomber, voire même rembourser, qu'avoir des détracteurs. Voilà pour l'expérience client et le love bombing. Ok, ça va. On va partir sur un truc un peu différent sur la communication. Il y a un truc que tu disais dans l'interview de System.io que je trouvais super intéressant. Tu disais que tu étais quelqu'un de plutôt clivant et que du coup, les gens, soit ils t'appréciaient, soit ils te détestaient, mais il n'y avait pas d'entre-deux. Enfin, tu avais aussi surtout beaucoup de gens qui te détestaient. Et moi, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Je voudrais savoir comment est-ce que tu gères ce conflit d'accepter le fait d'être détesté par des gens et de t'en foutre. Ah, c'est naturel, en fait. C'est difficile à décrire. En fait, ça a toujours été ça dans ma vie. Je veux dire, même quand j'étais plus petit, même quand on était à l'école primaire, j'avais et des amis et des ennemis. Et au collège, c'est pareil, j'avais une bande de super potos, il y avait des gens qui m'aimaient pas. Plus tard, quand j'ai fait Subdeco, je m'en souviens très très bien. J'avais ma bande de copains que j'ai toujours. Certains sont même dans mon équipe de closer encore à l'heure actuelle. Donc, ça se passait super bien, on était super cool. Et il y avait 2-3 meufs dans la classe qui me détestaient. Mais en gros, moi, j'ignore. Voilà, ça me choque pas. Après, il faut dire que j'ai un caractère où j'ai suffisamment confiance en moi pour pas que ça m'atteigne. Voilà, la personne, elle m'accepte pas, elle m'aime pas. Ben, en gros, c'est pas grave et c'est normal. Surtout d'un point de vue, d'un point de vue digital et marketing, ce qu'il faut pas oublier, c'est que tous les haters, les mecs qui vont dire ouais, t'as fait ça, c'est pas bon. Et ben en fait, c'est quand même du buzz et ça fait quand même travailler les algorithmes. Parce que si le mec il te dit ouais, t'as fait ça, c'est pas bon, que tu commences à lui répondre, ça va faire travailler l'algorithme, ça va faire monter ton scoring. Donc moi, je vis très bien le fait d'avoir autant de lovers que de haters. Ok, donc pour toi, c'est quelque chose qui est vraiment naturel. Ouais, c'est naturel. Mais après, c'est compréhensible parce que moi, je suis quelqu'un de très cash et très franc. Je suis pas du tout quelqu'un sur la retenue. Donc du coup, il y a des gens qui apprécient. Ils disent ouais, c'est cool parce que bah, Laurent, on sait ce qu'il pense. Quand c'est bien, il nous dit c'est bien. Quand c'est pas bien, il nous met un gros tir, il nous dit que c'est pas bien. Et voilà. Mais tu as toute une partie de personnes qui, eux, bah, vont être plus dans la retenue, dans la mesure. Et mon mode de communication ne va pas leur correspondre. Donc c'est ok pour moi si je fais pas adhérer 100% à mon discours. Et en tant qu'entrepreneur digital et en tant que formateur, même je préfère. Moi, je veux pas faire du mass market. Je veux pas avoir des centaines et des centaines d'élèves et plaire à tout le monde et m'inventer une vie que j'ai pas. C'est pas mon truc. D'ailleurs, quand j'ai un élève en appel, je lui dis, j'appelle ça un appel de rencontre. Je lui dis voilà, moi le but de cet appel, c'est que tu me connaisses, que je te connaisse. Si ce que je te dis, ben, ça te plaît et que tu as naturellement envie de me suivre et naturellement envie de suivre mon accompagnement, ben, tu viendras, tu le suivras de ton plein gré. Et moi, je t'accueille symétriquement. Ben, si ta personnalité me plaît, si je sens que tu as le potentiel, je t'accueille comme élève. Voilà. Donc c'est vraiment une rencontre. Donc le fait d'être clivant ne me dérange pas du tout parce que naturellement, les gens qui ne me correspondent pas, je les récupère pas
en tant que prospect. Après, j'ai la chance d'avoir un produit high ticket. Mon accompagnement est high ticket. Donc, du coup, j'ai pas besoin de centaines de clients. J'ai 6 clients par mois. Je suis large. Après, j'ai d'autres projets, d'autres business à côté, donc ça me suffit. Donc, j'ai pas cette problématique-là. Mais je sais que certaines personnes qui ont des chaînes YouTube, par exemple, ça peut être très problématique. Parce que ils vont devoir être en permanence dans le contrôle, dans surveiller ce qu'ils disent pour pas se passer d'une partie de leur audience. Ils vont devoir des fois changer un petit peu leur personnalité pour taper large ou aller conquérir l'audience d'une autre chaîne. Et là, dans leur cas, ça peut être très problématique sur vraiment quelqu'un qui a un business plus mass market et vraiment basé sur l'image. Mais moi, dans mon business, ça me gêne pas. Tu conseillerais quoi à quelqu'un qui aimerait devenir clivant? D'être lui-même, tout simplement. Voilà. L'être humain, je l'ai dit tout à l'heure, l'être humain, en fait, on est un animal de groupe. Donc, notre cerveau est programmé pour se synchroniser avec les personnes qui nous entourent. Et pour nous aider à nous synchroniser avec les personnes qui nous entourent, on a des neurones miroirs, des neurones qui permettent la synchronisation. Donc, quand on est en face de quelqu'un qui est câblé sur la même longueur d'onde. Alors ceux qui pensent à l'énergie peuvent dire quand on est sur le même niveau d'énergie, qu'on vibre sur le même niveau d'énergie. Ceux qui pensent au destin peuvent dire oui, tu attires les gens de ton destin. En fait, c'est une explication neuroscience, c'est simplement les neurones miroirs. Et donc les gens, quand ils se reconnaissent par neurones miroirs, en fait, ça augmente la synchronisation et donc du coup, ça augmente la transmission du message. Donc si la personne veut être clivante, il faut simplement qu'elle soit elle-même sans filtre. Voilà, c'est le seul conseil et c'est le meilleur conseil à donner. C'est de ne pas s'inventer une personnalité. Si on a des opinions politiques d'un bord, que ce soit de droite ou de gauche, ou du centre, ou peu importe, il faut être en phase, il faut être aligné avec ses valeurs et communiquer sur ça. Si on est quelqu'un qui a un langage très soutenu, on ne fait pas semblant de parler wesh wesh, vas-y, c'est bon mes frères. Et inversement, si sa personnalité c'est d'avoir un langage plutôt urbain et tout ça, ben, on s'invente pas un langage bourgeois et soutenu. Voilà. Et de toute façon, le simple fait d'être soi-même et d'être 100% soi-même va faire directement en sorte que qu'on va être clivant. Voilà. On reprend le cas classique de l'opinion politique, c'est très facile à comprendre. Si moi je suis un influenceur de droite, ben forcément, les gens de gauche ne vont pas adhérer à mon discours et vont probablement pas regarder mes vidéos. C'est très caricatural, mais c'est un petit peu le principe. Ok. Donc c'est un petit peu le principe et c'est un petit peu le conseil. Surtout, n'inventez pas un personnage que vous n'êtes pas. Êtes vous-même, gardez vous-même, faites ressortir le meilleur de vous-même, faites ressortir ce que vous avez de mieux, faites même ressortir vos défauts. Et vos défauts, si vous les faites ressortir, ça deviendra un aimant pour attirer les gens qui partagent ce trait de caractère-là ou qui kiffent parce que ça les fait rigoler ou ça les intéresse, ce trait de caractère-là. Donc, ne vous inventez pas quelqu'un et plutôt soyez la meilleure version et la version la plus extravertie de vous-même. Et comment tu fais pour aller au-delà de la peur du rejet? Alors, la peur du rejet, pareil, c'est un truc qu'on a ancré en nous parce que l'homme seul a moins de chances de survivre dans la nature que si l'homme et dans une bande. Donc du coup, on a une peur de rejet qui est biologiquement ancrée et neurologiquement ancrée. Donc on ne peut rien faire contre la peur du rejet. On l'a tous à plus ou moins level. Il y a très longtemps dans une autre vie, j'étais pick-up artiste, donc dragueur de rue, on va dire. Et donc du coup, ça m'a beaucoup aidé pour la peur du rejet et le closing. D'ailleurs, ce qui est fou, c'est que les pick-up artistes, quand ils concrétisent avec une fille, que ce soit qu'ils prennent leur numéro ou qu'ils couchent avec elle, ils appellent ça du closing. Ils appellent ça du close, du kiss close ou du fuck close. Et du coup, les pick-up artistes, le premier travail qu'ils font dans un bootcamp de pick-up artistes, c'est éliminer cette putain de peur du rejet. Et pour ça, c'est très simple. Ils vont dans la rue, ils arrêtent des personnes et ils disent à une personne au hasard, ben, s'il te plaît, insulte-moi. Et si tu fais ça, si tu arrêtes 10 personnes dans la rue, que tu dis à une personne, s'il te plaît, insulte-moi, s'il te plaît, rejette-moi, tu verras que naturellement, seulement 1 ou 2 personnes sur 10 vont le faire. Et très difficilement. C'est incroyable. Donc, quand tu as réussi à te blinder, sur la peur du rejet, tu pars tout seul dans la rue, t'arrêtes, tu prends ton courage à deux mains ou tout autre organe te servant à avoir du courage, et tu pars dans la rue et tu dis rejetez-moi, rejetez-moi. Tu verras les mecs qui vont dire mais non, je peux pas faire ça. Si, s'il vous plaît, ça m'aide, rejetez-moi. Tu vas devoir insister pour que les mecs te rejettent
et te mettre des strikes. Donc déjà, ça, c'est une première étape. Après, il y a un mantra à se répéter. Dans le business, si par exemple, tu fais du phoning et de la prospection dans le dur, c'est-à-dire que tu appelles et tu dis « Oui, bonjour, monsieur machin, je vends l'offre machin, est-ce que ça vous intéresse ?» Non. Quand la personne, elle raccroche, en fait, la personne, déjà, elle est dans un contexte qui n'est pas le tien. Donc déjà, dans son contexte, en fait, tu n'es pas le bienvenu. Mais ça serait toi ou une autre personne, personne ne serait le bienvenu dans ce contexte. Donc déjà, tu commences à te dire « Ok, c'est pas moi. » Et surtout, ce qu'elle rejette, c'est pas toi, l'être humain. C'est pas Laurent, l'ami, le père de famille. C'est la démarche qu'elle rejette. Donc quand tu te dis « Oui, de toute façon, c'est pas moi qu'elle rejette, c'est la démarche qu'elle rejette », pareil, ça te permet de mieux gérer les émotions qu'il y a à l'intérieur de toi. Ok. Ensuite, de façon plus globale, c'est ce que j'apprends en coaching. Il se peut que tu vives dans ta vie des expériences positives comme négatives. Si tu vis une expérience négative, exemple, tu es en closing, tu as fait 1 heure d'entretien téléphonique, tu ne transformes pas. Là, ça va être temps pour toi de t'auto-coacher, de t'auto-analyser, d'être hyper honnête avec toi et de te dire, est-ce que petit 1, c'est un facteur interne? Facteur interne, ça vient de moi-même, Laurent Alventosa. Moi, j'ai chié cette partie de l'entretien. Je l'ai mal fait. Ok? Donc, si je l'ai chié et je l'ai mal fait, je réfléchis pourquoi je l'ai mal fait, comment je le ferai la prochaine fois. Je m'auto-coach. Par contre, si c'est un facteur externe, eh ben, je me dis, oui, j'ai pas réussi mon entretien, mais c'est pas la faute de moi, Laurent Alventosa. C'est parce que c'est telle ou telle raison. Exemple, je vends une offre, je sais pas moi, pour perdre du poids. J'appelle la personne me dit non, mais moi je veux pas perdre du poids, j'ai aucun kilo à perdre, je veux juste être plus endurant parce que je suis footballeur et j'ai besoin de travailler mon endurance. Et toi, tu veux un programme perdre du poids. Ok, tu transformes pas, mais c'est un facteur externe. C'est pas toi qui es mauvais, c'est juste que la personne, ça ne correspond pas, elle n'a pas besoin de ton truc, c'est légitime. Donc le fait d'en prendre conscience, ça permet de t'armer sur le rejet et de travailler ta résilience. Parce que tu dis, ok, cet échec, non, désolé, j'achète pas. Il n'attaque pas ma résilience, c'est un échec externe, ce n'est pas ma faute. Donc, je ne le prends pas sur ma résilience. Et ça te permet d'être meilleur. Voilà, si tu veux un coaching à 60K, moi j'ai des partenaires, on vend des accompagnements à 60K. 6 mois d'accompagnement, 10K par mois, 60K. Et la personne, tu l'as par téléphone, elle dit oui, 60K, financièrement, je ne peux pas les mettre. Si le mec, il n'a pas 60K, il n'a pas 60K. Je peux être le meilleur closer du monde, je peux faire des facilités de paiement, je peux reporter, je peux faire tout ce que je veux. Mais s'il n'a pas 60K, il n'a pas 60K. Donc, c'est un facteur externe. Donc, ça n'affecte pas ma résilience. Attention que je n'ai pas 60K, c'est une différence de je pense que c'est trop cher. Je pense que c'est trop cher. C'est illégitime. Il n'a pas perçu la valeur. Je n'ai peut-être pas transmis le bon message. Donc, c'est un facteur probablement interne. Je n'ai pas 60K et tu m'as expliqué tous les moyens de trouver mes 60K, les 5 moyens de trouver les 60K. Je n'ai toujours pas les moyens. C'est facteur externe. Surtout si je t'ai parlé du paiement plusieurs fois, si je t'ai proposé de faire un crédit, si je t'ai donné toute la value, au bout d'un moment, non, c'est plus de ma faute, tu les as pas. Et c'est comme ça que je travaille la peur du rejet. Voilà. En me disant, est-ce que je prends sur moi ou pas? Et est-ce que c'est moi qui ai été rejeté ou est-ce que c'est la démarche? Est-ce que c'est le professionnel? Ok. Voilà. Et ça se travaille. Ok. Là, je vous ai donné les premières pistes. Vous pouvez vous auto-coacher sur ces premières pistes. Ouais, donc tu fais une auto-analyse. Ouais. Tu t'auto-coaches. Bon, du coup, la dernière question, Laurent, c'est de tout ce qu'on a dit, de tout ce dont on a parlé, si les gens devaient retenir une chose, tu leur dirais quoi de tout ce qu'on a dit dans l'interview? D'être congruent, d'être eux-mêmes, de toujours être soi-même, de ne pas faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas et de soigner son expérience client. Être soi-même et tant pis, en donner plus, tant pis, vaut mieux en donner plus que ce que le client a payé que donner moins et ça marchera toujours. C'est simple, c'est extrêmement simple. Si vous êtes soi-même, vous êtes vous-même, vous êtes parfaitement vous-même, vous donnez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites, vous mettez la meilleure intention et vous acceptez vos erreurs, ça finira toujours par payer, votre business finira toujours par marcher.
Que vous soyez copywriter, que vous soyez closer, que vous soyez funnel builder, que vous soyez graphiste, que vous soyez média buyer, peu importe votre business, si vous donnez le meilleur de vous-même dans votre business et que vous gardez toujours à l'esprit que votre client est au centre de vos préoccupations, qu'il faut qu'il soit le plus content pour vous, le plus content, le plus satisfait et qui vive vraiment une expérience géniale et exceptionnelle, vous aurez toujours du business. Vous ne serez jamais en manque de thunes. Pourquoi? Parce que les gens qui ont ce mindset-là, de rester eux-mêmes, de rester alignés et de donner un max de valeur à leurs clients et d'en donner plus, ils sont vraiment peu nombreux. Les gens, naturellement, l'être humain est feignant. Donc, il a tendance à faire l'inverse. Si c'est un copywriter, le texte, il devait faire 30 lignes, il fait plus que 28 ou 25, j'ai un peu la flemme. Au contraire, si votre texte, il doit faire 30 lignes, donnez 32 lignes. Si vous êtes funnel builder, si vous avez dit oui, je fais un texte avec 2 animations, réservez la surprise qu'il y ait 3 animations à votre client. Si vous êtes closer et que vous avez dit oui, je prends 3 calls par jour, réservez 4 ou 5 calls pour votre partenaire. Si vous avez un échec, dites à votre partenaire oui, j'ai merdé. Soyez vrai. Dites oui, j'ai merdé, c'est de ma faute. Comme ça, le jour où lui merdera parce que son marketing ne fonctionnera pas, vous pourrez lui dire oui, cette fois-ci, c'est toi, c'est ton tour. Et donc, dès que vous allez être dans ce mindset-là, d'être vous-même et de toujours en donner plus que ce que le client vous a payé, vous réussirez à coup sûr. C'est certain. Parce que vous enclencherez la recommandation. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que je suis sur ce podcast. Tout vient de la recommandation. J'ai Mathias comme élève. Mathias a adoré ce que je lui ai appris. Mathias donc m'a recommandé lors du podcast de System.io, puis il m'a recommandé lors de ton podcast, et c'est exactement ça la recommandation. Pourquoi? Parce qu'il a vécu une expérience géniale et qu'il s'est dit waouh, ce que j'ai c'est ouf, mon contenu est génial. Donc le conseil vraiment final, c'est restez vous-même et donnez un maximum de vous-même, donnez un maximum de value et donnez-en plus à votre client que ce qu'il a payé. Nickel. Merci beaucoup Laurent pour cette interview. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc sur LinkedIn, tout simplement Laurent Alventosa, ou alors sur Facebook Laurent Stanley Alventosa. Nickel. Je mettrai de toute façon tous les liens dans la description pour faciliter. En tout cas, merci beaucoup Laurent d'avoir accepté cette interview, c'était un plaisir. Merci Alexis, bonne journée à tout le monde et bon business digital. Si vous avez envie d'apprendre comment fidéliser votre audience grâce à vos vidéos, sachez que j'ai une newsletter dans laquelle j'envoie des mails où je parle copywriting, storytelling et personal branding dans ce but. C'est premier lien en description, de toute façon vous connaissez, vous cliquez, rentrez votre adresse email, vous êtes des marketeurs, je vous la fais pas. Et en bonus, vous serez redirigé vers une vidéo dans laquelle je me filme en train d'écrire une vidéo sous vos yeux, donc vous aurez le processus de la feuille blanche jusqu'au script final pour une vraie vidéo qui est sortie sur ma chaîne. Voilà, tout ça c'est premier lien en description, vous cliquez, vous recevez tout ça, on est tous contents et c'est parti. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous mets juste ici la playlist avec tous les interviews que j'ai fait de copywriters professionnels. Dedans il y a de la matière quoi. Voilà, et sur ce, moi je vous dis à toutes.